Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Parce que j'ai eu un problème lors de la connexion. Ok, super. Parfait, merci. Alors, je vais inviter Christophe à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous, bienvenue. Oula, je suis grand. Bonjour à tous, je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, c'est bon, on t'entend. On t'entend, on te voit très haut. Ouais, il faut que je être plus bas, je suis au plus bas là. On va patienter une petite minute le temps que tout le monde se connecte et puis on va pouvoir commencer cette présentation. Allez, on va pouvoir y aller. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur l'invitation que vous avez reçue, est donc quel est l'état du financement pour ce dernier trimestre 2023. Et pour traiter de ce sujet, j'ai donc convié aujourd'hui Christophe Lecampion, qui est notre interlocuteur auprès de notre partenaire en financement et qui va du coup nous faire part de son savoir sur le sujet, puisque Christophe va pouvoir répondre à quelques questions du coup que j'ai préparées et nous donner un petit peu son sentiment sur l'état du financement, en tout cas pour ce dernier trimestre 2023, savoir où on en est. Donc Christophe, dans un premier temps, je vais peut-être te laisser te présenter en quelques mots, nous dire voilà, quelles sont tes fonctions, ta mission, un petit peu ton expérience passée avant qu'on puisse rentrer dans le cœur du sujet. Ok, merci Aurore. Bonjour à tous. Donc en effet, Christophe Lecampion. Moi j'étais banquier pendant 24 ans, donc, dont 22 à la Société Générale et donc 15 ans en tant que directeur d'agence, tant en région parisienne que dans le sud. Donc avec gestion notamment d'agences comme Aix-en-Provence, plan de campagne et autres. Donc en termes de connaissances au niveau de la banque, normalement on est bon. Je suis courtier depuis 3 ans maintenant chez Créditel France. Donc Créditel France, c'est un courtier local situé à Aix-en-Provence qui existe depuis 7 ans, 7-8 ans, mais qui a l'avantage d'avoir la capacité de travailler au national. Donc de travailler au national grâce à des conventions banques nationales, grâce à des conventions régionales en fonction des régions, et grâce à du réseau que nous avons pu constituer de par nos métiers respectifs sur les dernières années. Donc voilà, donc l'intérêt, c'est vraiment d'accompagner nos partenaires, tels que DCI, pour vous aider à finaliser vos ventes, à avoir moins de déchets, entre guillemets, sur les ventes, entre le moment où vous proposez un produit à un client et le moment où on espère il aura son financement. Donc en effet, Aurore m'a proposé quelques questions d'actualité. On va rentrer effectivement dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le sujet, donc, comme tu l'as dit, effectivement, Créditel est le partenaire de Direct Conseil Immo pour la partie financement. Je rappelle que du coup, tu es notre interlocuteur privilégié justement sur la question du financement, puisque au sein de Créditel, il y a d'autres activités, mais là aujourd'hui, on parle que du financement et tu es notre interlocuteur privilégié. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont aujourd'hui connectées, qui ont déjà été en contact avec toi. Je veux simplement rappeler qu'effectivement, le fait d'avoir un partenaire qui est réactif, puisque c'est le cas de Christophe, pour être en relation très régulièrement avec lui, dès que j'ai une question ou dès que j'ai un dossier à présenter, voilà, Christophe, il est hyper actif, il prend vraiment en charge le dossier de suite. Et ça, c'est hyper important, surtout dans le contexte d'aujourd'hui,
de pouvoir compter sur quelqu'un qui va pas laisser traîner le dossier 10 jours sur le coin du bureau. Et c'est vraiment ça, moi en tout cas, que j'apprécie dans la relation qu'on a ensemble. C'est vraiment l'échange qu'on peut avoir. C'est pas simplement on envoie un dossier par mail. Tu prends le temps de rappeler, d'échanger avec le conseiller pour comprendre effectivement la situation, le besoin de financement. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus parce que je pense que c'est un atout non négligeable aujourd'hui dans le contexte qu'on traverse actuellement. Voilà, ça c'était pour la partie louange avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, justement, sur le vif du sujet, Oui. est-ce que tu peux, toi, du point de vue de ton expérience, nous indiquer sur quel point, aujourd'hui, les dossiers de financement qui sont présentés actuellement aux banques, à quel niveau, toi, tu vois qu'il y a des difficultés? C'est quoi les difficultés qui remontent actuellement? Alors, petit récap rapidement des derniers. Vous avez vécu la période sur les 2 dernières années. Vous avez vu qu'on est passé, grosso modo, d'un taux de 1 à 4,5 aujourd'hui. Donc, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est des gens qui étaient persuadés d'avoir un budget qui ne l'ont plus. Donc, forcément, inadéquation par rapport au budget initial et au budget actuel. C'est la première chose. Deuxième chose que vous avez entendu régulièrement sur les derniers mois, c'est le taux d'usure. Taux d'usure, c'est à la base une mesure qui sert à protéger les ménages, les emprunteurs, mais qui a été bloquant pour beaucoup de personnes qui voulaient emprunter. Pourquoi? Parce que le taux d'usure est un taux qui était revu tous les trimestres, alors que le taux des banques était revu tous les mois. Et comme la hausse des taux était violente et qu'on n'avait jamais vu ça, on se retrouvait bloqué avec des gens qui pouvaient emprunter théoriquement, mais qui étaient bloqués par un taux d'usure. La bonne nouvelle, c'est que ce souci est derrière nous, puisque le taux d'usure a été augmenté maintenant de manière mensuelle, qu'il est à 5,80 aujourd'hui sur 25 ans. Donc, par rapport au taux pratiqué, normalement, on n'a plus de refus pour motif taux d'usure. Parce que c'était quand même le plus frustrant d'avoir un refus pour taux d'usure alors que le dossier était totalement viable et que l'endettement des clients était OK. Ça, c'était vraiment un point important à rappeler parce que je pense qu'on avait rarement vu ça dans l'histoire du crédit. En tout cas, moi, en 25 ans, je n'avais jamais vu ça. Ensuite, je pense qu'il faut bien dissocier, surtout par rapport à votre activité à vous, deux choses, deux types de projets. Et je sais que ça ne fait pas toujours plaisir, mais c'est la réalité, je préfère vous la donner. Projet locatif ou projet résidence principale. C'est vraiment essentiel pour la banque. Aujourd'hui, je précise, les choses peuvent bouger et on espère d'ailleurs, avec tout ce qui se passe en ce moment, que les curseurs vont changer au niveau des banques. Mais aujourd'hui, les banques, faire un prêt immobilier, ça leur coûtait de l'argent il n'y a pas très longtemps. Maintenant, elles regagnent un petit peu d'argent, mais ce n'est pas la panacée. Donc, pour elles, faire un crédit immobilier, le but unique, c'est de recruter un client, mais un client qui va travailler avec elles à part entière. Donc, faire un prêt locatif, ça ne les intéresse absolument pas. C'est clair, net, précis. Vous appelez une banque aujourd'hui pour dire j'ai un dossier à déposer pour un prêt locatif, c'est non. Je vous le dis, malheureusement, je sais que ça ne va pas dans votre sens, mais la réalité, elle est là aujourd'hui. Dès que c'est résidence principale, tout de suite, la porte s'ouvre. Et par rapport aux derniers mois, on voit qu'il y a une nette amélioration, là, depuis septembre, sur les banques qui avaient arrêté d'accepter des dossiers de courtiers ou des dossiers prospects, qui, de nouveau, sont en demande et en recherche de financement. Comme par exemple la Banque Postale, qui est un gros acteur de financement, a réouvert les portes du crédit. Ce n'est pas la seule. Donc ça, pour vous, c'est un point positif. Le locatif, nous, en tant que partenaire, on cherche d'arrache-pied chaque jour à trouver de nouveaux partenaires pour trouver des solutions à financer ces projets locatifs parce que les banques traditionnelles ne nous aident pas beaucoup pour ça. Et on espère vraiment que l'État va, avec la pénurie des logements, avec tout ce qui se passe sur les difficultés à vendre des biens neufs, je pense que l'État a besoin de mettre aussi un coup d'aide là-dessus pour que les banques, de nouveau, acceptent de financer des prêts locatifs. Voilà. Donc, en termes de conseils, ça ne va pas dans mon sens, mais voilà, c'est aussi ma manière de travailler. Je suis toujours franc. Le client, pour un prêt locatif, ça sera toujours plus simple, je pense, de s'adresser à sa propre banque. S'il a déjà son prêt résidence principale ou LCL, par exemple, la cohérence, c'est de demander au LCL de faire le locatif. Elle sera beaucoup plus enclin à le faire parce qu'elle est déjà cliente, elle gagne déjà de l'argent sur son client. Voilà. L'époque où on pouvait... Dans ce que tu dis, c'est qu'il faut bien comprendre
c'est qu'effectivement, le besoin de financement pour un projet locatif, ce n'est pas un non définitif. C'est un non définitif quand je passe par un courtier et que je vais solliciter une banque qui n'est pas celle du client. C'est ça. Si effectivement je suis, comme tout le monde, client auprès d'une banque et que je vais solliciter ma propre banque pour financer un projet locatif et que je rentre évidemment dans les critères qui me permettent de l'avoir, là, il y a plus de chances effectivement d'avoir une acceptation. C'est vraiment le système où je vais chercher les meilleures conditions en dehors de ma propre banque. Où là, c'est plus compliqué. C'est ce que tu m'expliquais un peu au téléphone ces derniers jours. C'est que la banque ne veut pas être simplement, entre guillemets, une boîte aux lettres pour financer un projet, mais veut fidéliser un client. C'est ce que tu disais en introduction, fidéliser un client en ayant l'ensemble du portefeuille, entre guillemets, de ce client à pouvoir travailler avec lui. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas l'idéal parce qu'on se sent prisonnier de la banque à partir du moment où elle a financé la résidence principale. On avait la parade de faire racheter le prêt de la résidence principale il y a 2 ans. Quand les taux étaient à 1, c'était assez facile. Ça faisait 2 dossiers, c'était même plutôt sympa pour nous. Malheureusement, avec les taux à 4,5, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça sera un défaut de conseil, donc on ne peut plus faire ça. Donc le plan 1, c'est d'aller à sa propre banque. Je vois dans les commentaires, oui, le risque, c'est qu'eux, ils essaient de caser leurs produits à eux locatifs. C'est un vrai risque et je vous l'accorde. Ça peut exister. Mais voilà, aujourd'hui, pour trouver un financement en 1, je pense que c'est une solution. Nous développons, comme je vous l'ai dit, on essaie de faire passer via Aurore des newsletters pour vous tenir informé justement de nos avancées dans ce domaine-là, des partenaires qui seraient des organismes financiers purs, le CFCAL, qui fait du financement immobilier, locatif, c'est pas un souci, qui n'oblige pas à changer de banque, et du coup qui sera beaucoup moins exigeant sur les contreparties attendues, et beaucoup moins fermé. Donc là, on est en contact avec différents partenaires, on est en train de voir pour finaliser, de voir comment on pourra procéder pour déposer les dossiers, quel volume, quelle région, etc. Mais l'avantage généralement de ce genre d'organisme, c'est que c'est national, c'est à distance, donc il n'y a pas de problème de lieu en plus. Donc voilà, donc les 2 motifs d'espoir, c'est d'une, il y a encore des organismes financiers qui vont être amenés à financer, comme le crédit foncier en son temps, des biens locatifs simplement. Et deuxième motif d'espoir, c'est si les banques continuent à gagner de l'argent sur le prêt, peut-être qu'elles vont réouvrir sur du locatif, même sans avoir la résidence principale, pour réouvrir la concurrence qui est fermée actuellement sur ce marché-là. Voilà. Parenthèse, Aurore, je me permets. Nous, on fait du crédit immobilier, bien sûr, mais on ne fait pas que du crédit immobilier, puisqu'on fait aussi du crédit hypothécaire, regroupement de crédit. Et dans certains cas, ça permet de financer aussi des nouveaux projets immobiliers, en regroupant avec des prêts qu'ils ont en cours, des prêts pas forcément immobiliers, ça peut être des prêts consommation, des prêts voitures et autres. On peut avoir des solutions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter parce que c'est aussi un moyen que nous, on vous conforte dans l'idée que vous avez ou dans le choix que vous vouliez suggérer à vos clients. On est là pour ça. On essaie d'être réactif, comme l'a dit Aurore. Nous solliciter. Nous, on appelle le client en votre nom. En tant que service financier, on appelle en votre nom pour dire oui, on a une solution qui peut être bonne ou on dira ce que je vous ai dit tout à l'heure. Priorisez d'abord votre banque parce que là, vu la situation, ça sera le plus simple. Certainement. Ça répond à ta question. C'est parfait. Si on va un peu plus loin, donc toujours pour rester sur le financement d'un projet d'investissement, donc on a bien compris qu'effectivement, il y avait une difficulté, un nœud à ce niveau-là, par rapport à ce qu'on vient de détailler. Est-ce que malgré tout, quand tu présentes un dossier à une banque, que ce soit dans un investissement dans l'ancien, dans le neuf, ou que ce soit un investissement pour du revenu locatif classique, donc du nu ou du meublé qui n'a pas le même impact fiscal, est-ce que tu sens quand même une écoute différente ou est-ce que c'est strictement la même chose, quel que soit le projet d'investissement qui est présenté à une banque? Neuf ou ancien, nu ou meublé, la banque, franchement, c'est pas, je peux le dire vulgairement, elle s'en fout. L'aspect fiscal du client, pour elle, c'est pas pour elle, en fait, c'est pour le client. Donc la banque, strictement, c'est pas son sujet. Elle, son sujet, c'est concrètement, est-ce qu'elle va gagner un client et est-ce qu'elle va gagner de l'argent avec son client. Franchement, je suis obligé d'être primaire, mais c'est ce que dit la banque. Le neuf, bah, ça va être plus complexe, hein, il y a le PTZ et ceci et cela. À la limite, ça va être, pour elle, ça peut parfois, plus il y a de contraintes, plus il y a des administratifs, plus il y a de risques pour elle. Donc, elle sera peut-être moins
moins fan. Mais franchement, j'ai rarement eu des difficultés quand c'est un projet neuf avec un PTZ, prêt Action Logement. Ça se fait bien. J'ai pas de difficultés Ça particulières. apporte des garanties justement par rapport au profil, hein. Oui, puis les gens quand même sont assez, enfin les banques sont encore, et ça rassure, plutôt en recherche de primo-accédants. Donc des primo-accédants qui vont acheter une résidence principale en VFA, ils vont être fans parce qu'ils savent qu'ils recrutent des clients jeunes et qu'ils vont les garder pendant un certain temps logiquement. Donc non, non, pas de souci, neuf, ancien, c'est pareil. Ça ne sera pas rédhibitoire, ni meublé, eux, ils s'en foutent. Vraiment, le point essentiel, c'est locatif ou résidence principale. Ça, c'est dans l'objet du prêt, c'est vraiment le point central. Déterminé. Ok. Ensuite, au niveau territorial, est-ce que tu constates des disparités selon les régions? Est-ce que tu as pas forcément la même écoute selon les différentes régions? Donc, comme tu le disais, toi, tu as des conventions sur le plan national, donc tu es capable d'opérer, de poser des dossiers sur quasiment toutes les régions. Ouais, Est-ce que tu sens effectivement une écoute différente des banques, que ce soit en Île-de-France ou sur d'autres régions hors Île-de-France? oui, oui, on a une écoute qui n'est pas forcément homogène sur toute la France. Juste, bah, il y a des raisons simples. D'une part, on travaille avec beaucoup de banques régionales. Par exemple, la Caisse d'épargne, avec qui on travaille pas mal. Chaque caisse régionale a sa propre règle. Donc, on n'aura pas la même écoute, on n'aura pas les mêmes taux, on n'aura pas la même approche, on n'aura pas. Bref, beaucoup de différences. La Banque postale, qui est une banque nationale, elle, c'est surtout sur le fait qu'il y a des régions qui sont submergées de dossiers, comme Marseille, comme l'Île-de-France, où là, du coup, ils vont être un peu plus exigeants, parce que bah, forcément, ils ont pléthore de dossiers, donc ils peuvent être exigeants. D'autres régions où ils ont moins de dossiers et on sent qu'ils sont un peu plus souples. C'est pas révolutionnaire, mais ils sont un peu plus souples. En tout cas, nous, quand on a un doute, c'est ce que je fais toujours, je fais une demande de faisabilité, c'est-à-dire que je fais un mail aux différents directeurs de la région pour proposer le projet, le mettre en avant avec les différents points positifs, voire négatifs, pour avoir un retour assez rapide. Mais oui, d'une région à une autre, on peut avoir des différences et c'est intéressant toujours de vérifier ce que la région veut faire, sa stratégie, etc. Ils ne sont pas tous égaux, ça c'est clair. D'où l'intérêt, effectivement, de passer par un courtier comme vous, qui a cette expérience-là en fonction des régions. Il y a deux points à retenir sur ce que tu viens de dire. D'une, en fonction si tu fais appel à une banque nationale ou si tu fais appel à des banques qui ont des caisses régionales, Tout à fait. qui, qui va du coup influer sur les critères pour l'acceptation ou non. Et aussi après sur la région elle-même, en fonction du volume de dossiers qu'il y a à traiter, on comprend bien qu'effectivement, voilà, en Ile-de-France, où tu parlais de Marseille tout à l'heure, c'est des secteurs voilà, où il y a beaucoup de demandes du fait tout simplement de la démographie, où c'est des secteurs où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de personnes à loger. Je suppose que par exemple sur le centre Val-de-Loire, qui est une région où il y a moins de dossiers qui sont présentés, c'est ce que ça recoupe ce que tu disais tout à l'heure, où voilà, il y a moins de difficultés parce qu'il y a moins de dossiers qui sont présentés. C'est ça. Il y a quand même deux points à retenir là-dessus. Sur la disparité, c'est lié d'une à la région et d'une à l'interlocuteur. Est-ce que c'est une caisse régionale ou une banque nationale? Tout à fait. C'est exactement ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les garanties qui sont demandées par les banques actuellement? Est-ce que tu as vu une évolution de ces demandes-là depuis un certain temps? J'ai pas eu une grosse évolution par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'étais banquier. Vous avez deux catégories de garanties, hein, c'est assez binaire. Vous avez toutes les banques qui essayent de passer par un organisme de caution. Donc il y a tout ce qui est LCL, BNP, Société Générale, qui ont créé le fonds Crédit Logement il y a des années. Donc Crédit Logement, c'est un organisme de caution. Vous donnez une somme en début de prêt qui sert de caution et vous y restituez partiellement en toute fin de prêt. Il y a le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne ont leur propre caution. C'est-à-dire la Caisse d'épargne, c'est la SACEF, Crédit Mutuel, c'est la CMH, Crédit Agricole, c'est la CAMCA. Bref, chaque banque a son organisme de caution. Les banques préfèrent quasiment toujours passer par leur organisme de caution parce que s'il y a un souci, bah, c'est l'organisme de caution qui va gérer le souci. C'est principalement pour ça. Dans leur coût du risque, elles préfèrent déléguer cette gestion du risque et passer par une caution. Alors qu'une caution, de facto, est censée être moins
c'était triste qu'une hypothèque pure et dure. Mais voilà, c'est la politique des banques qui va peut-être changer avec la période qui est nouvelle aujourd'hui. Pourquoi? J'ai vu beaucoup de situations là, récentes où des gens ont acheté il y a 2 ans, il y a 3 ans, avec des taux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez bas, entre 1 et 2, et ils ont acheté seuls souvent, et là ils disent, bah tiens, maintenant je suis en couple, je vais acheter à 2, et sauf qu'ils ont des taux maintenant qui sont au double de ce qu'ils avaient, voire au triple, et du coup ça les arrange pas trop de rembourser un prêt à 1,5 pour faire un prêt à 4,5, ce qu'on peut comprendre de prime abord. Donc normalement, quand vous faites un prêt, c'est un prêt affecté, c'est-à-dire que vous êtes censé rembourser votre prêt quand vous vendez le bien. Mais quand c'est une hypothèque, le notaire va envoyer directement l'argent à la banque pour solder le prêt. Quand c'est une caution, le notaire il n'envoie pas à la banque puisqu'il n'est pas au courant qu'il y a un prêt. Il envoie l'argent au client. Charge au client de rembourser son prêt. Et si par inadvertance, oublie, volontaire ou pas, il ne remboursait pas son prêt, la banque se retrouve avec un prêt sur lequel il n'y a plus de bien. Et donc, ça peut mener une réflexion chez les banques pour dire attention, avec la période qu'on vit, on va avoir peut-être beaucoup de gens qui vont vouloir vendre leurs biens, réinjecter les fonds dans un nouveau bien, sans nous rembourser nos créances. Donc voilà, c'est la réflexion que je me suis faite au vu des éléments actuels. On n'avait jamais eu cette période de remontée aussi brutale, donc on n'avait jamais eu ça. On va observer ça. Et même quelqu'un qui a fait un prêt à 1, qui vend son bien, même pour être locataire, pourquoi il va solder son prêt à 1 alors qu'il peut le placer à 4? Donc, oui, il devrait le rembourser, mais sauf que le notaire ne va pas l'obliger et la banque derrière, si elle ne le sait pas, elle n'a aucun moyen de le forcer. Donc voilà, donc ça va être assez nouveau. C'est pas pour ça qu'il faut les encourager à le faire, bien sûr, c'est pas ce que je dis, mais je pense que voilà, plusieurs vont se poser la question. Vigilance à avoir, en tout cas, au vu du contexte et de la remontée des taux qui a été très rapide et qui effectivement pose ce cas de situation. Alors évidemment, on n'est pas là pour dire c'est la solution, il faut proposer ça à ses clients, mais c'est un point de vigilance en tout cas à avoir parce que c'est le contexte qui fait cette vigilance-là. Sur la question des garanties, au niveau du montant de l'apport demandé par les banques, est-ce que de la même façon, est-ce que tu sens des points de différence en fonction, alors soit des régions, soit des dossiers, alors ce qu'on disait tout à l'heure, dans le cadre d'une résidence principale, d'un investissement quand il passe par sa propre banque, au niveau des profils, parce que la question de l'apport, elle revient souvent, elle est hyper importante parce qu'on sait, voilà, on a entendu jusqu'à il y a peu de temps, oui, mais moi, mon client, j'avais des conseillers qui me disaient ça, mon client, il se fait financer à 110%, donc sous-entendu, il se fait financer les frais d'acquisition, frais de notaire, etc., etc. Là, de plus en plus, on entend que les banques sans apport ne regardent pas le dossier, mais la question de l'apport, jusqu'à quelle hauteur, enfin voilà, quels sont les éléments que tu as toi là-dessus? Donc encore une fois, beaucoup de disparités d'une banque à l'autre, ça il faut retenir. Des disparités entre un projet locatif et résidence principale. Moi, historiquement, avant, les banques finançaient du 110% pour du locatif et pas du tout pour du résidence principale. Aujourd'hui, ça s'est plutôt inversé. Les banques ne veulent pas financer du 110% pour du locatif, elles veulent financer du 100%, voire du 90% en fonction des banques. Alors que sur la résidence principale, la majorité, c'est du 100%, parfois du 90%. Mais j'ai eu 2 exceptions qui est OK pour faire du 110%. Voilà. J'ai des partenaires, 1 à 2 partenaires qui, sur des personnes qui veulent acheter, pourront accepter de financer les frais. Attention quand même, et c'est une logique bancaire et pas une logique humaine de base, c'est que la banque est beaucoup plus facilement d'accord pour financer du 110% pour quelqu'un qui a de l'argent que pour quelqu'un qui n'en a pas. Alors ça paraît bête, mais c'est une question de risque, encore une fois. Quelqu'un qui a 100 000 euros d'apport d'épargne, qui dit je ne veux pas mettre d'apport parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt, la banque va peut-être dire ok, je vous finance à 110% parce que je sais qu'à côté, vous avez 100 000 et s'il y a quoi que ce soit, on est protégé. Alors que quelqu'un qui n'a pas d'argent, on l'endette à 110%, s'il y a un problème et qu'il faut vendre le bien pour solder le prêt, il manquera de l'argent. Et c'est ça, sa crainte. Donc là, encore une fois, la meilleure solution, c'est de nous demander pour que nous, on se renseigne pour le cas vraiment précis du client.
Voilà, chaque cas est différent, donc faut pas. Voilà, je vous fais des généralités, mais néanmoins, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, et donc c'est notre job à nous d'aller vérifier, savoir s'il n'y a pas un moyen de passer entre les mailles pour telle et telle raison. Donc voilà. Retenez que l'apport, c'est quand même une donnée importante, que c'est apprécié par la banque, c'est un signe que la personne elle a fait ce qu'il fallait pour, surtout pour J9 où l'apport est moindre. Mais sinon, voilà, compter 10% du montant du bien, c'est à peu près la base. Et ça sera beaucoup plus facile dans ces cas-là. Ok. Quel conseil est-ce que tu peux donner aux conseillers, mais aussi par déroulé aux clients, pour préparer au mieux leur demande de financement? Je parle des demandes qui seraient présentées entre aujourd'hui et la fin d'année. C'est quoi, voilà, comment s'organiser? Là aussi, il y a un peu du b à bas, mais je préfère le rappeler parce que quand on nous envoie des dossiers comme ça, nous, on est tout de suite en corner. Quelqu'un donc, qui dit je vais acheter un bien, donc qui vient de valider sa période d'essai depuis 3 jours. On regarde le compte, l'apport, il faut racler tous les tiroirs, il faut qu'il demande de l'argent à papa, maman, et qu'en plus il y a des incidents sur son compte. Ça fait beaucoup de cumuler, quoi. Donc la base, c'est montrer que les gens, bah, ils ont un projet immobilier, c'est pas une baguette, hein, ça s'est préparé, comme tu le dis, ça s'est préparé par quel moyen? C'est d'avoir des comptes déjà où il n'y a pas d'incident, parce que la personne qui n'a même pas de charge immobilière, elle a déjà des incidents. La banque ne va pas avoir envie de recruter un client qui a des incidents. Donc ça, c'est les 3 derniers mois, si tu as des incidents, voire même certaines banques demandent le récap annuel. Donc quelqu'un, voilà, il y a eu un incident, ça va, mais quelqu'un qui va avoir beaucoup d'incidents dans l'année, bah, c'est sûr, ça ne donne pas envie. Donc premièrement, ça. Deuxièmement, on n'a pas abordé le sujet, quelle est sa situation professionnelle? Période d'essai, pas période d'essai, CDI, CDD, intérim. Il n'y a pas trop de situations bloquantes à ce niveau-là. Quelqu'un qui a choisi dans sa vie de faire de l'intérim, la banque, elle l'accepte. Il faut qu'il y ait au moins 2 ans d'intérim, elle fera une moyenne sur les 2 ans. Quelqu'un qui enchaîne les CDD, ce n'est pas un problème. La banque, elle va reconnaître le CDD, il faut au moins 2 ans de CDD. Quelqu'un qui est en CDI, il faut que la période d'essai soit finie. Quelqu'un qui est pro, souvent on va vous dire la règle, c'est 3 bilans. Ce n'est pas 3 années, hein. C'est 3 bilans. Donc en général, pour avoir 3 bilans, c'est un peu plus de 3 années. Mais, il y a toujours le mais, les professions libérales, ça peut être réduit à 2, voire 1 année, pour tout ce qui est médical. Un médecin, un dentiste, une infirmière, ils savent qu'il y a du job, ils savent que c'est une valeur assez sûre. Donc, une seule 2035 peut permettre de valider les revenus. Donc ça, voilà. Préparer le dossier, c'est ça aussi, c'est connaître la situation de ses clients. Est-ce qu'ils achètent seuls? Est-ce qu'ils achètent à deux? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Est-ce que c'est un travail périn, pas périn? Est-ce que dans son travail, il y a 60% de com ou pas 60% de com? La banque, elle ne va pas prendre bêtement maintenant, et elle va plus loin, elle ne va pas prendre juste le net fiscal. Elle va analyser est-ce qu'il y a une partie com récurrente, pas récurrente. Dès qu'il y a une partie com, partez du principe qu'elle va faire une moyenne sur 24 mois. Donc les comptes, je vous l'ai dit, et l'apport. Voilà. Tout ça, ça montre que la personne, ben voilà, elle a préparé un projet, elle a stabilisé son job, elle a préparé un peu d'épargne, elle a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'incident sur son compte parce qu'elle gère sainement son budget. Tous ces signes-là vont être des signaux favorables pour la banque qui va déjà pas bloquer le dossier avant même qu'il soit analysé. Parce que ça, c'est des motifs bloquants avant même de monter le dossier. S'ils voient qu'il y a des frais, s'ils voient qu'il y a des points que je vous ai soulignés à l'instant, c'est bloquant avant même de monter le dossier. Donc, on perd notre temps tous et toutes. Oui, donc il y a voilà, encore plus, j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui qu'avant, ça a toujours été le cas sur la préparation d'un projet. On sait bien qu'en tant que professionnel de l'immobilier, la réponse au combien reste le facteur déterminant pour la suite du projet. Combien je peux mettre sur mon projet d'acquisition, que ce soit en résidence principale ou en investissement, mais cette réponse au combien, elle s'est préparée, c'est pas au doigt mouillé, ah ben oui, ça doit être à peu près 200 000, on verra après la banque quand on aura trouvé le bien. Donc, on fait ce travail-là en amont, on étudie cette situation, on assainit s'il y a effectivement, comme tu disais, des incidents bancaires, etc. On fait en sorte effectivement de présenter un dossier qui est justement présentable au banquier. Donc ça, c'est sur la partie client. Et en tant que professionnel, on peut compter effectivement, comme tu le disais, sur la connaissance d'un courtier comme vous. Alors nous, on parle de vous aujourd'hui parce que vous êtes notre partenaire. Hein. Je sais que j'ai des conseillers qui ont aussi leur courtier, leur interlocuteur. Hein. On n'est pas en train de dire, voilà,
on est en train de dire, dans tous les cas, il faut compter sur De quelqu'un manière générale, voilà, nous, on n'est voilà, pas. qui maîtrise le sujet, qui sait comment présenter les dossiers, etc. C'est le cas, en tout cas, pour ta part, sur la société que tu représentes. Et évidemment, le conseiller de pouvoir prendre contact avec toi, d'expliquer le dossier qu'il est en train de travailler, pour que toi, tu puisses effectivement l'aider et lui dire, ben voilà, et prendre contact avec les clients et réorienter, faire l'étude, etc., l'étude de faisabilité, ce que tu disais tout à l'heure, qui est, je pense, aujourd'hui primordial avant de s'engager sur des présentations produits et même après pour déterminer le produit qui correspondra le mieux aux besoins de son client, d'avoir vraiment une étude de faisabilité qui est déjà faite, puisqu'on se retrouve de plus en plus avec des annulations de réservations, de compromis. C'est pareil pour tout le monde, là, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, parce qu'effectivement, le dossier n'a pas forcément été étudié correctement, il y a des données qui n'ont pas été prises en compte, et au final, le client signe un contrat, et derrière, il n'est pas financé. Alors, il y a le contexte de remontée des coûts, etc., mais... Un refus sur deux, c'est qu'en effet, ça n'a pas été préparé de dingue. Alors, certes, qu'il y avait des critères qui étaient nouveaux, mais si ça avait été préparé sereinement en amont, Toronto, Moi, quand je présente un dossier en banque, je ne dis pas que j'ai jamais de refus, parce que je peux avoir des refus, mais c'est censé être à la marge. C'est pour des critères qui vont être vraiment propres à la banque. Mais l'endettement, les incidents, tout ce que je vous ai décrit, c'est quelque chose que moi je check. Tout comme j'étais banquier avant, je fais le même job en tant que courtier. Enfin, je monte mon dossier de manière complète, je l'analyse comme si j'étais la banque. L'avantage de connaître différentes banques, c'est de voir les critères de différentes banques et voir où est-ce que je peux le présenter pour qu'il passe. Mais quand on a un dossier sur deux de refusé, c'est que ça a été envoyé rapidement. Et j'ai remarqué d'ailleurs dans certains dossiers reçus, parfois on se précipite pour faire signer le client, alors qu'en attendant peut-être 2 mois de plus, eh ben, le dossier aurait été mieux, que ce soit pour l'ancienneté, que ce soit pour la tenue des comptes, que ce soit pour l'apport. Et on s'est précipité, au final on s'est pris des refus. Après, ben, le dossier est un peu blacklisté. La banque n'est pas bête, elle voit bien que ça fait 4 mois que le contrat a été signé de réservation. Donc, si on lui emmène maintenant, c'est qu'il y a eu déjà des refus. Bref, tout ça, il faut le prendre en compte pour que le dossier, le but, c'est qu'il passe du premier coup. C'est pas le déposer à 15 banques et se prendre 15 refus, quoi. Parce que c'est pas agréable pour le client. Quand on lui annonce un refus, hein, c'est quand même un échec. C'est pas agréable pour nous, parce que c'est beaucoup de temps pour pas grand-chose. Si à la fin on ne conclut pas, on a passé des heures à travailler sur un dossier pour rien. Le but, c'est de le préparer au mieux. Et nous, plus tôt on est en rapport avec le client, mieux on va l'accompagner, le conseiller et s'assurer que quand il va faire son choix, ça sera le bon choix et quand on va déposer le dossier, ça sera le bon moment. C'est pas toujours des dossiers qu'on m'envoie et hop, c'est financé en 3 mois. J'ai des clients que je vais calculer leur capacité. Ils vont pas trouver de suite le bien, mais au bout de 6 mois, 9 mois parfois, bon, bah là, enfin, ils trouvent. On a bien préparé le dossier sereinement, on est prêt. Et là, le dossier, il passe tout seul et tout le monde est content. Parfois, voilà, on veut précipiter, mais c'est pas toujours bénéfique de se précipiter. Ok. Et dernière question. Je vois une question intéressante, excuse-moi, j'en profite parce que je vois le chat en même temps. Et c'est une très bonne question, c'est pour ça que je ne l'avais pas noté, donc c'est pour ça que je rebondis avec Elisabeth qui demande l'incidence des DPE pour les banques. C'est vrai que ça, c'est un nouveau critère aussi. J'ai eu refus de prêt là récemment sur un. Pour moi, tout était bon, tout passait nickel, et ça, c'est un nouveau critère, donc je l'avais pas. Je l'avais pas. Je l'avais pas tout court. Je l'avais pas parce qu'on n'avait pas eu de retour des banques, comme quoi c'était regardé. Mais voilà, un dossier un peu just, ou même un dossier normal, la banque ne va pas être fan de financer un dossier avec un DPE qui est mauvais. Et ça va être un motif, ça peut être un motif de refus, en effet. Vaut mieux dire, voilà, on a fait le DPE, certes, il est F, mais il y a tel et tel travaux, on a fait le devis des travaux, on inclut le montant des travaux dans le prêt, ce qui fait que le DPE sera assez. Là, la banque, en plus, pour son côté sociétal, environnemental, tout ce que vous voulez, c'est un peu politique, mais ça marche aussi. Et ben, le dossier, il sera beaucoup plus facile à présenter. Alors que financer un bien, même si ce n'est pas pour du locatif, hein, là j'ai eu le cas, c'est quelqu'un qui habitait un appartement, il était locataire de l'appartement, il rachète son appartement, le DPE, tout était pas bon, hein, je crois que c'était G. Je dis, mais c'est pour lui, il fait ce qu'il veut en fait, il le connaît l'appart, il habite depuis déjà 4 ou 5 ans, donc on s'en fout. Non, non, non. Et du coup, j'ai eu un refus Crédit Mutuel, mémoire, à cause de ça. Donc oui, c'est une bonne question, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc quand le DPE n'est pas bon,
c'est toujours écrit dans le DPE comment faire pour monter la note. Et donc, si on peut avoir un devis des travaux et inclure ou montrer que le client va les faire, il a les moyens de les faire, voilà, la banque ne va pas demander à ce qu'ils soient faits avant, mais au moins, on a pris en compte le fait qu'il Engagé dans cette démarche-là, qui est Exactement, importante au regard de la loi climat. Et tout à fait. on en parle beaucoup en ce moment de cette question des DPE, notamment Donc, aussi. c'est une vraie question et voilà, maintenant il faut avoir le réflexe. Le DPE, c'est un point important. Et s'il n'est pas bon, et ben, de suite, inclure. Et puis ça a du sens en plus. En termes de conseils, ça a du sens. Dites, monsieur, si vous avez un DPE qui est G, vous allez avoir des factures de chauffage qui vont vous tuer. Voilà, faites les travaux, on rajoute ça dans le prêt, ça va être presque indolore. Mais derrière, vous aurez un confort de vie, vous aurez un confort de facture EDF, etc., etc., avec l'EDF qui monte de 10-15% par an, peut-être. C'est du vrai conseil. Et à partir du moment où dans le budget ça passe, tout le monde est gagnant. La banque sera contente, mais elle a raison. Vous avez fait un bon conseil. Moi, je suis content, on finance un peu plus. Et le client, au final, il a un bien qui est aux normes. Donc, et s'il veut le louer à un moment donné, eh ben, ça sera bien, quoi. Ouais, ce sera bien, d'autant plus qu'il y aura, au cours des années, on sait qu'il y a un calendrier où les mauvais DPE vont tomber sur des interdictions de mise en location. Donc, effectivement, Oui. ça a du sens aussi sur ce point-là. Et souvent, on me demande d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux faire le prêt immobilier puis plus tard les travaux? Non, il vaut mieux faire le prêt immobilier et les travaux de suite. Ça sera toujours plus facile et plus logique. D'ailleurs, on a rencontré une banque, pour ne pas la nommer, le Crédit Agricole, il y a 15 jours, là, pour un nouveau partenariat dans une région, qui demande des photos du bien. C'est nouveau, ça, on ne l'avait jamais fait. On l'avait fait pour des crédits hypothécaires, mais pas pour des crédits immobiliers. Maintenant, ils demandent des photos du bien parce qu'ils en avaient marre de faire des prêts immobiliers. Et 6 mois plus tard, le client il vient, il fait ouais, mais en fait, j'ai des travaux à faire, il y en a pour 30 000, sauf que ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas forcément la même durée. Ils préfèrent faire de suite un one-shot, crédit plus travaux. Comme ça, ils sont tranquilles. Le client, c'est lissé sur 25 ans et c'est mieux. Et tout à l'heure, pour revenir sur la question du 110%, on ne fait pas de 110% quand c'est des frais, enfin, ou difficilement. Par contre, ça ne pose pas de problème de faire du 110% si c'est des travaux, les 10%. D'accord. Donc La ça, nuance est importante. c'est oui. C'est-à-dire que ton bien, il vaut 100 000. Tu as 20 000 euros de travaux pour l'améliorer, l'agrandir, le mettre aux normes DPE. La banque, ce n'est pas un problème, parce que ça fait partie de la valeur du bien. Par contre, si c'est pour financer des frais, elle ne veut pas. La nuance, elle est importante. Oui, oui, l'implication n'est pas la même. C'est pour améliorer, donc ça améliore, comme tu disais, la valeur. Enfin voilà, il y a un sens. Les frais, c'est. Mais parfois, les gens vont se bloquer. Ils vont dire ouais, mais ça va faire plus de 100% du bien. Non, non, la banque, elle n'est pas bête. Si tu mets 20 000 euros de travaux dans ton bien, surtout pour du DPE, ça. Ah, on a perdu Christophe. Alors, je vais essayer de retrouver Christophe. Désolée. Il a dû avoir une micro-coupure. On va attendre 2 petites minutes, voir s'il se reconnecte. On est arrivé au bout de la présentation. J'avais une dernière question à lui poser. Ah. Voilà, le revoilà. Désolé. J'étais dans mon élan et j'ai été coupé dans mon élan. Ok, donc oui, juste pour synthétiser ce que tu viens de dire, donc le 110% pour les frais, c'est non. Le 110 pour des travaux d'amélioration, améliorer la valeur du bien, etc. Là, voilà, c'est oui. Ok. Et dernière question, du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce dernier trimestre en matière de financement, dernier trimestre 2023 et sur 2024, est-ce que tu as, toi, déjà entre guillemets, des infos sur ce que ça va donner au niveau de ce marché et du financement? Comme j'ai dit, la bonne nouvelle, on sent vraiment depuis septembre les banques qui sont de nouveau désireuses de faire du prêt. Alors, elles n'ont pas toute la porte grande ouverte, il y en a c'est la fenêtre, mais on sent déjà ça. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Par rapport au taux, là, on vient de se prendre en octobre une hausse entre 0,20 et 0,30 quand même. Donc ça, on la sent bien. Alors qu'on pensait que ça serait plus du 0,10 à la base. Donc voilà. Néanmoins, on a eu des échos. Alors,
c'est d'une banque, donc il nous en manque, et c'est pour ça que ça sera important de vous donner des infos au fil de l'eau, qu'ils estiment que sur 2024, le taux devrait se stabiliser et peut-être même redescendre à 3,50. Ça serait le taux peut-être pour la mi-2024. Donc là, je pense que d'ici à la fin de l'année, peut-être qu'on va encore augmenter un tout petit peu. Peut-être qu'on va toucher les 5, hein, parce que là, en fonction des banques et des régions, on peut y être. Hein. Ça devrait se stabiliser peut-être pour redescendre un peu. Mais voilà, avec prudence que je vous dis, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est peut-être des prévisions faites par des banques, mais je ne sais pas d'où elles sortent leurs infos. J'ai pas un discours homogène de toutes les banques. Donc, en tout cas, vous, de mon point de vue, en termes d'argumentaire par rapport au taux, il y a 2 points qui sont primordiaux. Le premier, c'est que acheter sa résidence, ça sera toujours plus rentable, quel que soit le taux par rapport à être locataire. Ça, il n'y a pas photo. Parce que quoi qu'il en soit, quel que soit le poids des intérêts, vous mettez toujours une partie de votre mensualité. C'est comme si c'était de l'épargne. C'est de l'épargne immobilière, mais c'est de l'épargne. Donc ça, c'est de facto intéressant. Surtout que si les taux rebaissent, on l'a déjà connu par le passé, vous pourrez renégocier, les clients pourront renégocier leur taux ou faire acheter leur crédit. Donc c'est-à-dire qu'au pire, ils sont à 4,5 aujourd'hui. Peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, ils pourront descendre à 2. Qui sait, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le seul produit que vous achetez avec la possibilité de le renégocier plus tard. Ça n'existe pas dans la vie de tous les jours, un produit que vous achetez avec possibilité de vous faire rembourser une différence si ça baisse. Donc ça, c'est vraiment le point qui pour moi est primordial. Et deuxièmement, par rapport, vous, en argument, pour les gens qui hésitent à vendre, acheter, le fait de voir l'impact des taux, hein, pour vous donner une idée, un couple qui gagne 6 000 euros par mois, ils ont perdu en 2 ans 150 000 euros de capacité d'emprunt. 150, 160 000 à peu près. Quand on passe de 1 à 4, ça fait ça. Donc imaginez des gens qui avaient un budget de 550 qui passent d'un seul coup à 400. C'est plus du tout le même produit qu'ils vont acheter. Donc vous, c'est un argument pour dire achetez maintenant parce que ça se trouve dans 1 an, comme on ne sait pas, vous allez encore perdre et vous allez encore perdre de la capacité. Voilà, vous allez peut-être acheter encore moins bien que ça. Donc, ça doit être un argument pour vous. J'ai un tableau que je ferai suivre à Aurore qui pourra vous distribuer si vous le souhaitez, où j'ai fait entre il y a 2 ans et aujourd'hui le taux à 1, 2, 3 et 4, voir ce que ça a eu comme impact sur les mensualités, sur l'endettement des gens et sur la capacité d'emprunter. Et c'est vraiment, les gens, parfois, ils ne réalisent pas, hein. Oh, de 1 à 4, ça va. C'est pas... Si, c'est 160 000 euros. Hein. C'est énorme. Oui, on ne parle pas pour ramener au capital. Ouais, je ne parle pas du coût. Hein. Je parle pas du coût qui, lui, est redevenu presque ISO entre le montant du prêt et le coût, alors qu'on était avec forcément des taux très très bas. On était vraiment loin de ça. Et à noter également que le taux à 1%, c'était une anomalie, ce n'était pas ça la norme. Hein. Les gens pensent que, oh là là, on était à 1, c'est inadmissible, on est à 4. C'était le 1 qui était une erreur. On n'avait jamais eu, ça ne reposait sur rien. Donc, le taux est plus censé être entre 3 et 4 que 1. Donc, à relativiser aussi. Ceux qui ont acheté à 1, tant mieux pour eux, ils ont eu cette opportunité, mais voilà, l'anomalie était plus là. Parfait. Ben, écoute, Christophe, je pense qu'on a fait le tour des points qu'on souhaitait aborder. Alors, il y a des personnes qui, effectivement, sont intéressées par le tableau que tu viens d'évoquer. Donc, je te propose, effectivement, de me le faire passer pour que je puisse le communiquer aux personnes qui étaient inscrites. Sur les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, si jamais vous avez besoin d'être mis en relation avec Christophe, de la même façon, je vous mets mes coordonnées. Sur le tableau, il y aura aussi mes coordonnées. Hein. Sur le tableau, il y a mon mail, mon téléphone portable. Voilà. Comme ça, vous pourrez prendre directement contact avec Christophe, hein, puisque, comme on le dit souvent chez Direct Conseil, chacun son métier. Donc, le métier de Christophe, c'est effectivement de gérer cette partie financement. Donc, pour la première mise en relation, je vous demande de passer par notre intermédiaire pour que je puisse ensuite solliciter Christophe pour qu'il puisse reprendre contact avec vous. Et ensuite, effectivement, vous aurez les coordonnées de Christophe. Donc voilà, je le dis souvent dans nos métiers, on est tous des commerciaux. Avoir des outils digitaux, c'est super, mais la relation humaine, elle est super importante. Et moi, je recommande souvent aux partenaires, quand je transmets les coordonnées de Christophe,
de l'appeler déjà dans un premier temps, même s'il n'y a pas forcément un dossier sous le coude, mais pour avoir un échange avec lui, pour comprendre voilà, comment il travaille, comment vous pouvez travailler ensemble. C'est important d'avoir cet échange-là en premier pour savoir voilà, sur quelle base de travail vous allez pouvoir collaborer. Donc, je vous recommande effectivement pour ceux qui n'ont pas encore fait, voilà, de me solliciter pour que je puisse vous transmettre ses coordonnées et avoir un premier échange avec lui. Merci beaucoup Christophe en tout cas d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Merci pour la qualité et la franchise de tes réponses sur effectivement le sujet du financement qui est vraiment un vrai sujet actuellement sur lequel voilà, j'ai beaucoup de questions quand je suis en ligne avec les conseillers tous les jours. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à tous d'avoir été présents. Mais retenez que ce n'est pas statique et je pense qu'il faudra refaire des points réguliers parce que vous l'avez suivi, l'actualité elle change régulièrement. On attend là peut-être des assouplissements de l'État par rapport aux normes HCSF, par rapport au taux d'endettement, par rapport à la durée des prêts. Bref, on attend quand même du changement dans pas mal de domaines et ça vous touche directement et ça me touche directement. Nous, on n'est pas une enseigne où les gens viennent nous voir comme ça, on travaille qu'avec des partenaires. C'est primordial pour nous d'entretenir des très bonnes relations avec nos partenaires si on n'a pas de dossier, pas de business. Et du coup, on tient vraiment à donner cette qualité, cette réactivité. Et pour ceux qui travailleront avec nous, après, j'aurai l'occasion de vous en parler peut-être une prochaine fois, vous aurez la capacité d'avoir un outil qui nous est propre pour suivre vos dossiers au fil de l'eau. Souvent, c'est ce qu'on reproche aux courtiers, une fois qu'on a envoyé le client, on n'a pas trop de news. Là, il n'y aura pas ce débat-là puisque vous pourrez suivre vos dossiers au fil de l'eau en vous connectant avec un identifiant et en voyant que votre dossier est déposé en banque, qu'il a un avis favorable, qu'il est accordé, qu'il est refusé. Bref, vous aurez moi, mon contact, vous aurez mes collègues, bien sûr, au cas où, et vous aurez cet outil qui vous permettra en toute transparence, H24, d'avoir le suivi de vos dossiers. Et donc, nous, on tient à ça, on tient à cette transparence, on tient à ce suivi. Et voilà, surtout retenez, il y a une question, il y a un doute, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de honte, il n'y a rien de tout ça. Appelez-moi, ça peut vraiment trouver des solutions quand on n'en a pas. Là, je n'ai pas eu le temps de développer beaucoup, mais on pourra le faire lors d'une prochaine visio, le crédit hypothécaire et le regroupement de crédit. Il ne faut pas avoir la vision que c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent. Non, hein. Le crédit hypothécaire, c'est pour des gens qui ont un gros patrimoine immobilier. Souvent, on va regrouper des prêts pour baisser leur mensualité, augmenter leur capacité d'emprunt et leur permettre de continuer à investir. Donc, c'est des nouvelles solutions avec des banques françaises, belges, néerlandaises. Bref, on a différentes nationalités, mais avec des règles différentes. Et ça nous permet d'aborder le crédit sur un point différent. Et on pourra peut-être faire à une autre occasion un point sur ce genre de crédit qui peuvent apporter des solutions quand on est bloqué. Donc voilà, sur ce, je ne vais pas vous embêter plus. C'était très bien. Tu fais bien de parler de différentes solutions qu'il existe. On pourra effectivement, avec plaisir, vous faire une visio sur ce point-là. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas, d'avoir été présent, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Merci, Christophe. À bientôt.